J'ai ici un réservoir qui a un certain volume V et qui contient un liquide, disons de l'eau, avec une certaine substance chimique. Par exemple, ça peut être du sel ou n'importe quoi. Donc le volume d'eau dans le réservoir ou de liquide dans le réservoir, c'est V, qui est constant. Et puis il y a une certaine quantité Q de matière chimique, de substance chimique, donc Q de T, de substance chimique dissoute dans ce volume de liquide. Et cette quantité de substance dissoute, ça varie avec le temps. Pourquoi? Parce que, en fait, dans mon problème, j'ai aussi ces deux tuyaux. Donc ça, c'est un tuyau à gauche dans lequel de l'eau pure ou de liquide pur entre dans le réservoir et se mélange à tout. Et puis l'eau sort de ce côté-là. Et ça a un débit de D. Donc le volume V, je peux l'exprimer en n'importe quelle unité. Par exemple, c'est en litres. D, le débit, c'est en litres par unité de temps, donc litres par seconde ou litres par minute, je sais pas, litres par minute. Et la quantité Q, donc ça peut être, par exemple, exprimé en mol, ou en nombre de molécules, ou en grammes, ou en milligrammes, peu importe. Peu importe les unités, mais c'est juste qu'il faut être cohérent avec les unités. Donc si le volume, je l'exprime en litres, le débit, je l'exprime en litres par quelque chose, et non pas en mètre cube par quelque chose. Et donc, ce qui va se passer là, c'est qu'au temps initial, au temps t égale 0, j'avais une certaine quantité de sel, disons, dissoute, donc, disons, 1 kg de sel. Et puis, il y a de l'eau pure qui est entrée ici. Donc, de l'eau qui ne contient pas de sel. Et elle vient remplacer de l'eau salée qui sort. Donc, la quantité de sel dans le réservoir diminue, parce qu'il y a de l'eau salée qui sort, et elle est remplacée par de l'eau pure. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est comment la quantité de sel ou la quantité de substances chimiques varie avec le temps. L'hypothèse, c'est que la solution est homogène. C'est-à-dire, dans ce réservoir-là, la solution est remuée en permanence et donc, en tout point de ce réservoir, la concentration de substances chimiques est la même. Et donc, comment on fait notre calcul? Ce qui m'intéresse, c'est bien sûr trouver Q de T en fonction du temps. Donc, Q de T comme une fonction du temps. Donc je dis, c'est que entre l'instant t et l'instant t plus delta t. Donc delta t, c'est une durée qui est petite. Donc dans ce petit intervalle de temps, quand la quantité de substance varie, je dis qu'il y a de la substance chimique qui sort et qui est remplacée par de l'eau pure. Donc la variation de substance chimique, je vais l'appeler delta Q. Donc delta Q, par définition, c'est la quantité de substance chimique au temps t plus delta t, moins la quantité de substance chimique au temps t. Donc elle est négative. Delta Q ici, c'est négatif. Donc delta Q, c'est moins quelque chose. Donc dans cet intervalle de temps-là, combien de quantité de ma substance sort par le tuyau de droite? C'est ça ce qui m'intéresse. Et ça, c'est ça ce qui va me donner delta Q. La quantité de substance qui sort, c'est le volume qui sort multiplié par la concentration. Le volume qui sort, c'est le débit multiplié par delta T. Donc si toutes les minutes, il sort 1000 litres, donc en 0,01 minutes, il sort 0,01 fois 1000 litres. Donc 10 litres en l'occurrence. Donc ça, c'est la quantité d'eau qui est sortie. Et cette quantité d'eau, ça contient de ma substance. Combien de substances contient-elle? Maintenant, je me pose la question, quelle est la concentration de substances chimiques dans ce volume à cet instant? C'est juste la quantité totale Q de T divisée par le volume total qui est V. Donc ça, c'est la concentration. Et D fois delta T, c'est le volume d'eau. Et je sais que le volume fois la concentration, ça me donne la quantité de celle qui est sortie, ou la quantité de la substance chimique qui est sortie, qui est delta Q, qui est exactement le truc que je cherche. Il faut pas oublier le moins, parce que je sais que la quantité de substance chimique diminue dans mon réservoir. Donc je peux écrire alors que delta Q divisé par delta T, c'est égal à moins D sur V fois Q. Et là, quand delta T est envers 0, delta Q sur delta T, ce n'est autre que la dérivée de Q. La dérivée de la quantité Q par rapport au temps. Donc Q' de T, c'est la constante
moins D sur V multiplié par Q de T. Et ma question, c'était quoi Q de T? Et donc Q de T, c'est une fonction du temps. Et cette fonction, c'est solution de l'équation différentielle que je viens d'écrire. Équation linéaire, à coefficient constant homogène, premier ordre. Donc comment on le résout? J'ai déjà fait des vidéos comment on résout une telle équation. Si on se rappelle pas, on écrit Q' sur Q égale moins D sur V. On intègre, j'aurai Ln de Q, c'est égal moins D sur V fois T. Et donc quand je prends l'exponentielle, j'aurai que Q de T, c'est une certaine constante fois l'exponentielle moins D sur V fois T. Et c'est quoi la constante? Alors la constante, je l'obtiens quand je remplace T par 0. Pour T égale 0, Q de 0, donc la quantité de substance au temps initial, au temps de départ dans mon réservoir, c'est égal à la constante fois l'exponentielle de 0. Donc la constante, c'est je vais l'appeler Q0. Q0. N'oubliez pas, exponentielle 0 égale 1. Donc quand je remplace T par 0, j'aurai exactement que la constante cherchée, c'est Q de 0. Je note par Q indice 0. Si je connais la quantité initiale de substance dans mon réservoir, donc je connais Q0. Et si je connais aussi le débit petit d et le volume total du réservoir, grand V, alors je connais parfaitement l'évolution de la quantité de substance chimique dans le réservoir dans le temps. J'ai cette formule. Donc c'est une décroissance exponentielle. Si je veux tracer un petit schéma, comment Q de T varie, donc ce sera quelque chose comme ça. À l'instant 0, j'ai la substance Q indice 0. Peut-être j'ai commencé avec 200 grammes de substance dans mon réservoir. Et puis ça décroît. Et en plus l'infini, bien sûr, lorsque T augmente indéfiniment, la quantité qui reste dans le réservoir, ça tend vers 0. L'axe des X est une asymptote à ma courbe. Donc l'axe des X, c'est l'axe temps. Et l'axe des Y, c'est l'axe Q, quantité. Quantité de substance chimique dans mon réservoir. Donc pourquoi ça devrait nous intéresser dans ce cours? En fait, c'est parce que ici, il y a un truc que j'ai pas dessiné. On a ce liquide qui sort, qui passe par une sorte de station d'épuration, et puis est réinjecté dans le réservoir. Il sort à un débit D. Donc il y a de l'eau, si vous voulez, contaminée qui sort, et elle est épurée, et puis c'est de l'eau pure qui entre. Et en fait, peut-être c'est pas de l'eau ici, c'est du plasma sanguin, donc ça peut être du sang, du plasma sanguin. Et la substance chimique, c'est un médicament. Et la station d'épuration, c'est le rein, ou le foie, ou les deux ensemble. Et je suis intéressé par la question, donc si j'administre un certain médicament, je veux savoir comment ce médicament est éliminé dans le sang. Après combien de temps je peux considérer par exemple qu'il est éliminé? Comment varie la concentration du médicament dans le sang avec le temps? Dans ce contexte d'élimination des médicaments, le débit, on l'appelle pas débit, on l'appelle clairance. Donc D, c'est la clairance. Ou clairance totale. Donc notation CL ou CLT. Donc ça peut être la clairance totale ou la clairance rénale ou la clairance hépatique. Donc la clairance totale, c'est si je considère tous les moyens par lesquels ce médicament va être éliminé. Donc ça peut être aussi éliminé par exemple dans les poumons, si c'est une substance volatile, si c'est un anesthésique par exemple. Le V, on l'appelle volume de distribution, donc V indice D, on le note d'habitude comme ça, donc volume de distribution. Et la constante qui apparaît dans l'exponentielle moins D sur V, on l'appelle la constante d'élimination. Donc K égale moins D sur V. C'est la constante d'élimination du médicament. Ça dépend du médicament, ça dépend du patient auquel le médicament est administré, etc. Si ces reins fonctionnent bien ou mal, ça peut varier, la constante d'élimination. Mais en fait aussi, même le volume de distribution, ça ne correspond pas exactement au volume de sang, au volume de plasma sanguin. Parce que c'est un modèle d'élimination de médicaments. Donc c'est une simplification de la réalité. La réalité, bien sûr, est plus compliquée que ça. Quand on prend un médicament, ça s'accumule. Parfois, dans certains tissus, ça peut s'accumuler dans des tissus plus que dans d'autres. Et donc le volume de distribution, si je le prends comme, on le définit en fait comme étant la quantité administrée divisée par la concentration initiale dans le plasma sanguin. Alors si jamais votre médicament a tendance à s'accumuler dans les tissus, la concentration de plasma va diminuer et le volume de distribution
va augmenter. Donc vous aurez plus que 4, vous pourrez avoir 5 ou 6 litres de volume de distribution. Donc le volume, on l'appelle volume apparent de distribution parce que c'est une quantité fictive. Ça ne correspond pas forcément à un truc qui est réel. Mais c'est un modèle qui marche dans les calculs. Mais comme je le dis, la réalité est plus compliquée que ça. Et pour corriger, en fait, pour les approximations qu'on fait, en utilisant ce modèle, on devra, dans nos calculs, prendre le volume de distribution, parfois qui ne correspond pas au volume de plasma sanguin. Donc c'est un volume fictif, mais ça permet de faire des bons calculs. Donc ça permet de faire des calculs précis et de faire des prédictions. C'est pour ça qu'on l'utilise. Mais parfois, pour certains médicaments, alors ça marche plus comme ça. Si le médicament n'est pas, par exemple, administré par voie intraveineuse, donc s'il est administré par voie orale, par exemple, ce médicament prend son temps pour entrer dans le sang, et puis vous aurez la courbe de concentration va être quelque chose, par exemple, ça peut être quelque chose comme ça. Donc ce modèle à un compartiment ne marche plus très bien. Mais il y a des modèles à 2 compartiments ou à 3 compartiments. Donc un compartiment qui représente le plasma sanguin, un autre compartiment qui peut représenter le site d'administration. Peut-être un 3e compartiment qui représente le site d'élimination, quelque chose comme ça. Donc dans cette vidéo, on concentre sur le modèle monocompartimental. Donc avant de passer aux exercices, alors ce que la clairance ou la clairance totale représente, c'est, si vous voulez, la quantité de plasma qui est épurée par unité de temps. Donc quand la clairance totale est grande, c'est que votre organisme a une grande capacité à éliminer ce médicament. Mais si la clairance totale est petite, c'est qu'il a une petite capacité à éliminer le médicament. Une autre grandeur qui nous intéresse, en fait, c'est la demi-vie du médicament. Demi-vie. On la note par T indice 1,5. Donc c'est quoi la demi-vie? C'est le temps au bout duquel la quantité de médicaments qui reste présente dans le plasma est divisée par 2. Donc c'est le temps au bout duquel la concentration, si vous voulez, du médicament dans le plasma sanguin est divisée par 2. Et donc comment on la calcule? Donc on a notre formule Q de T, c'est égal à quantité initiale fois exponentielle moins K fois T. Ça décrit l'évolution de la quantité de médicaments dans le plasma sanguin avec le temps. Et je cherche le temps T pour lequel cette quantité est divisée par 2. Donc il faut résoudre Q de T égale Q0 sur 2. Donc Q de T, pour quel T? Q de T c'est égal à Q0 sur 2. Q0 c'est la quantité initiale. Donc Q de T je l'écris, donc Q0 exponentielle moins KT. Ça doit être égal à Q0 sur 2. Donc en simplifiant par Q0, j'aurai que l'exponentielle égale 1,5. Exponentielle moins K sur T égale 1,5. Quand je prends les logs des deux côtés, ln log népérien de l'exponentielle de quelque chose, c'est le quelque chose. Donc le ln à gauche, ça donne moins kt. Et le ln à droite, ça donne ln de 1,5, qui est égal moins ln de 2. Donc t, c'est égal à ln de 2 divisé par k. Donc ça, c'était 1,5. Donc c'est le temps au bout duquel la concentration du médicament dans le sang est diminuée de moitié, est divisée par 2. Donc la demi-vie, c'est log népérien de 2 divisé par la constante d'élimination. Et la constante d'élimination à son tour, c'était égal à la clairance sur le volume de distribution. Donc là, pour les calculs, donc c'est une formule à connaître. Dans les calculs, ln de 2, c'est 0,693. Donc c'est après 0,693 divisé par k. Ça, c'est la demi-vie. Je peux calculer facilement si j'ai la constante d'élimination. Une autre valeur très importante, c'est l'air sous la courbe. Donc R sous la courbe. Ou en anglais, Area Under the Curve, donc AUC. Donc c'est cette surface-là. En fait, je prends l'air sous la courbe de concentration et non pas de quantité. Donc attention, la concentration, c'est la quantité fois une constante, qui est 1 sur volume de distribution. Donc la courbe de la concentration a aussi cette tête-là, c'est aussi une exponentielle décroissante. Et donc quand je prends la concentration en fonction du temps, j'ai une courbe, et c'est l'air sous cette courbe qui m'intéresse. Parce que ça exprime ou ça mesure l'exposition de l'organisme au médicament. Donc si vous voulez estimer jusqu'à quel point ce médicament était présent
à une concentration suffisamment élevée pour un temps assez large dans l'organisme pour pouvoir avoir des effets biologiques, il faut calculer cette surface-là. Il faut calculer la AUC. Et donc, comment on la calcule? Voilà, donc j'ai que la Q de T, c'est égal à Q0 fois exponentielle moins KT. Et maintenant, en termes de concentration, donc je divise par le volume de distribution. Donc Q divisé par le volume, ça donne la concentration au temps T, que je peux appeler C indice T ou C2T. Q0, quand je la divise par le volume, ça donne la concentration initiale, C0. Donc j'ai aussi que CT, c'est égal à C0 exponentielle moins KT. Et la surface, donc l'AUC, c'est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de l'expression de la fonction. Donc C0 exponentielle moins KT. Alors, le calcul est simple. Donc C0, c'est une constante, ça sort à l'extérieur de l'intégrale. Primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Donc primitive exponentielle moins kt, c'est exponentielle moins kt divisé par moins k. Donc ça, c'est la primitive. Je dois l'évaluer entre t égale 0 et t égale infini. Donc c'est égal à C0 fois. En t égale infini, j'ai une exponentielle de moins l'infini, donc c'est 0. Donc 0. Moins. La valeur en 0, donc l'exponentielle de 0, c'est égal à 1. Et j'ai un moins k. Moins fois moins plus, donc c'est égal à C0 divisé par k. Ça, c'est l'air sous la courbe. Donc, comme je le dis, dans un médicament qui suit ce modèle-là, le modèle a un compartiment, l'indice d'exposition au médicament est donné par la concentration initiale divisée par la constante d'élimination. Alors, pour récapituler un peu nos formules, on a que la quantité à un temps t, c'est égal à la quantité initiale de médicaments fois exponentielle moins kt. K, on l'appelle constante d'élimination du médicament. En divisant par le volume de distribution, donc j'aurai que la concentration à un temps t dans le plasma, c'est égal à la concentration initiale C0 fois exponentielle moins kt. Donc c'est la même formule. Maintenant, le volume de distribution, ou le volume apparent des distributions, c'est la quantité totale administrée divisée par la concentration plasmatique initiale. Donc ça, c'est le volume apparent de distribution. La clairance, ou la clairance totale si vous voulez, donc clairance totale, donc ce qui correspondait au débit dans notre première explication, c'est la constante d'élimination fois le volume de distribution. Et l'air sous la courbe, donc ici je répète, c'est l'air sous la courbe des concentrations. C'est égal à la concentration initiale divisée par K. Et c'est égal, bon, si je multiplie par le volume de distribution haut et bas, concentration fois volume, ça donne quantité, donc ici c'est 0, donc ça donne quantité de médicaments au temps 0, donc si vous voulez la dose initiale, en gros c'est divisé par K fois le volume de distribution, donc c'est écrit ici, c'est la clairance totale. Donc ça c'est l'air sous la courbe des concentrations. Et maintenant, il faut faire attention aux unités. Donc Q, donc c'est la dose de médicament, ou quantité de médicament, c'est exprimé en grammes ou en milligrammes, par exemple. Donc, je veux dire milligrammes ou grammes. N'importe quelle unité de quantité, ça peut être en mol ou en nombre, en fait. En nombre de molécules, si vous voulez, je sais pas. Typiquement, c'est en milligrammes. La concentration, l'unité, c'est, donc c'est quantité par volume. Donc, typiquement, c'est milligrammes par litre. Et le volume, c'est en litres. Je peux prendre n'importe quelle unité de volume, en fait. Mais si je prends, par exemple, millilitres pour le volume, donc j'exprime alors la concentration en milligrammes par millilitre. Il faut juste être cohérent. Donc, il faut choisir l'unité pour la dose. Donc, si je choisis milligrammes pour la dose et litres pour le volume, je prends milligrammes par litre pour la concentration. Maintenant, la clairance. Donc, c'était un certain débit. Donc, c'était unité de volume par unité de temps, donc je peux dire litre par minute ou litre par n'importe quelle unité de temps. Donc voyons, je prends heure typiquement, donc litre par heure. Donc mon unité de temps ici c'est l'heure, l'unité de volume c'est le litre et l'unité de la dose c'est le milligramme. Le K, l'unité du K c'est quoi? C'est 1 sur L. Donc l'unité de K c'est 1 sur heure, pardon, 1 sur heure ou heure moins 1. Donc ça c'est l'unité. Voilà, la clairance c'est en litres par heure, K c'est 1 sur heure. Et puis l'AUC, donc l'AUC c'était une unité de surface.
En abscisse, vous avez le temps, donc c'était en heures. Et en ordonnée, c'était une unité de concentration, donc c'était milligrammes par litre. Et donc quand vous faites une surface ici, l'unité c'est heure fois milligrammes divisé par litre. Donc unité pour AUC, c'est heure, milligrammes, litre moins 1, donc divisé par litre. Et maintenant il reste ici un truc que j'ai oublié, donc la demi-vie du médicament. Le temps au bout duquel la quantité ou la concentration de médicaments dans le sang du patient est divisée par 2. Donc ça, on a dit c'est ln de 2 divisé par k. Donc c'est égal à peu près à 0,693 sur k. Et l'unité de t en demi, c'est bien sûr le temps. C'est une unité de temps, heure.